Guillaume, je crois que tu souhaitais intervenir lorsque Léandre parlait de cet épisode où, après un travail que vous aviez fait ensemble en synergie, là il y avait un début de divergence sur l'appréciation des outils qui pouvaient être mis en place, etc. Et qui a plus un itinéraire cette fois-ci personnel, reposant davantage sur des choses profondes comme votre foi commune, où les choses commençaient à bouger. Oui. J'espère que vous mesurez toute la difficulté que j'ai à parler après un tel témoignage. C'est un peu compliqué. Bon, oui, je reviendrai sur ce qui nous a réunis. Donc, Léandre et moi, c'était cette volonté d'initier une démarche de rapprochement, une démarche de création de liens sociaux, d'apaisement des tensions. Je pense que ce qui nous a réunis, c'est un sentiment de gâchis que nous partagions tous les deux et que nous peut-être continuons à partager. Donc, c'est vrai que nous avons voulu, parce que c'était notre expérience, c'était quelque chose qui avait réussi, qui avait fonctionné, et nous avons voulu initialement donc reproduire une méthode. Donc cette méthode, Léandre en a un peu parlé, mais je pense qu'il est important de revenir dessus parce que ça permettra d'analyser non pas la divergence, parce que je ne pense pas que nous ayons des points de divergence, Léandre et moi, je pense que nous sommes animés du même objectif. Simplement, nous avons pu, au travers de cette expérience, au travers de ce cheminement, je pense qu'on peut tirer des leçons et analyser les difficultés, quoi. Donc je vais parler beaucoup plus de difficultés que de divergences, parce que l'objectif, il est partagé, il est le même. Donc il n'y a pas de divergence à ce niveau-là. Donc pour revenir sur la méthode, Léandre l'a dit, dans le cadre du dialogue social, c'était quoi? C'était simplement, il y avait d'un côté, il y avait l'État, il y avait les organisations donc syndicales représentant les salariés, les organisations syndicales représentant les employeurs. Donc les partis étaient identifiés. Donc on a pu agir donc en posant le problème, donc avec un travail où chacune des parties a pu s'exprimer au travers je crois qu'il y avait eu 80 interviews individuelles. Il y a eu un document de synthèse qui a été fait et il y a eu une présentation qui a été faite sans filtre, où chacune des parties, parce que là il s'agissait bien de parties, a pu entendre ce que l'autre pensait d'elle. Et plus que ça, je pense, chacun a pu entendre ce que lui-même pensait des autres, parce qu'il l'avait exprimé dans un cadre vraiment sans filtre. Et là, à partir de là, quand on découvre ce qu'on est capable de penser soi-même, à un moment, ça interpelle, quoi. Je dirais même plus loin, ça peut faire peur parfois. Et donc, il y a une prise de conscience qui se fait. Et là, le dialogue avec la méthode, avec modérateur, donc avec les différents outils de modération, le dialogue peut se créer. Je rappelle que ça s'est fait sur un an avec différents cycles. Donc, c'est cette méthode que nous connaissions et on s'est dit, bon, on fera la même chose. La difficulté, le point de blocage, c'est effectivement, Léandre l'a dit, on a parlé de communauté. Et là, je veux bien insister sur ce point-là, parce que à partir du moment, et tant pis si mes propos choquent, à partir du moment où on commence à parler de communauté, je pense qu'on est dans le faux. Parce que l'idée de communauté renvoie à cette idée de catégoriser des gens et placer des individus dans des compartiments, et en disant à partir du moment où vous êtes dans ce compartiment-là, vous pensez comme ça, vous êtes comme ça, etc., etc. Et là, dans le cadre de la société, en fait, c'est complètement raisonner de cette façon-là, c'est un raisonnement qui est totalement déshumanisant. Parce que ce n'est plus, je crois que le père Daniel le disait, ce n'est plus l'individu qu'on a en face, ce n'est plus la personne humaine. Et même dans ces cas-là, on dénie à la personne
le fait de pouvoir penser librement. Et on lui dit non, vous êtes dans cette communauté, donc vous pensez comme ça. Et donc là, donc quand Léandre m'a posé la question et m'a dit bon, il faudrait que des représentants de la communauté Béquet, et là moi j'ai bloqué tout de suite. Je dis mais Léandre, la communauté Béquet, ça n'existe pas. C'est une représentation. Moi je ne me sens pas, je me sens un être humain, avec mes qualités, mes défauts. Avec mes émotions, avec mon vécu, mais je ne me sens pas faisant partie d'une communauté de pensée. Et si mes propos interpellent, vraiment n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus, parce que je pense que c'est un important, c'est un point important, et c'est un point qui peut bloquer. Et est-ce qu'on peut parler de communauté, mais pour l'ensemble des composantes de la société martiniquaise? Moi, je parle de composantes, mais je ne parle pas de communauté. Et Léandre, si tu te souviens, quand j'étais intervenu, on m'avait demandé d'intervenir à Saint-Domingue, c'était juste après un journaliste qui était intervenu sur le système clanique corse. Et donc, on m'avait demandé d'intervenir sur le thème de mon intervention, c'était le mythe et réalité du clan Béquet. Et là où Léandre disait que j'avais commencé à déboulonner les choses, c'est de dire qui dit clan dit qu'il y a des chefs, dit qu'il y a une façon de penser, qu'il y a des règles, que si on déroge à ces règles, il y a des sanctions, etc., etc. Bon, très clairement, moi je me sens faisant partie d'une communauté humaine, tout simplement, tout simplement, avec ma liberté de penser. Et je pense que si on veut, alors c'est peut-être plus difficile parce que on va pas identifier facilement des partis, et il faut accepter, à mon avis, qu'un groupe d'individus puisse, quelle que soit leur origine, quelle que soit la façon de penser individuelle de chacun, quelle que soit l'histoire de chacun, puisse décider d'avancer ensemble et de créer quelque chose. Et si on reste dans ces schémas, mais c'est difficile d'en sortir, hein, si on reste dans ces schémas, on n'y arrivera pas. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas réussi à mettre en place la méthode qu'on voulait mettre en place. C'est peut-être ce point de méthode donc, qui nous a séparés à un moment, mais l'objectif reste complètement le même. Donc, je vous livre, enfin, sauf si vous voulez intervenir tout de suite, mais moi, au terme de cette année et demie de travail, d'échange, et nous continuons, moi, l'observation que je fais, et c'est ce que j'aimerais mettre en débat, c'est que nous sommes dans notre petit pays de Martinique, les relations individuelles sont excellentes. Il y a des relations amicales qui se créent, des relations individuelles qui se nouent, sans regarder ni l'origine ethnique, ni le niveau de revenu, etc., etc. Ça se passe au niveau individuel. Mais quand on passe de l'individuel au collectif, là, les choses se gâtent. Les choses se détériorent. Et pourquoi? Mon explication, mais je soumets ça au débat, mon explication, c'est que, justement, c'est le poids des représentations. C'est que quand on sort de la relation individuelle, on passe du collectif, ben, on place les gens, on les compartimente et on dit, bon, bah, ok, lui, ben, il est comme ça. Et on ne voit plus l'être humain. On voit simplement le groupe et les qualités et les défauts qu'on prête à ce groupe. La difficulté qu'on a, c'est justement d'arriver à casser cette représentation et d'aller chercher l'individu, d'aller chercher la relation personnelle, d'aller chercher qui est cette personne, avec qui je discute, qu'est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il réagit, en fait, quel est le fond de son cœur. Merci Guillaume d'avoir complété, et j'aurais eu du mal
à exprimer à ta place ce que tu as pu vivre. En tout cas, il y avait une vraie difficulté à la fois, mais c'est les outils du dialogue social. Hein. On a un conflit avec un groupe, le groupe est identifié, on identifie un leader et on fait pareil avec le groupe d'en face. Et à l'époque, rappelle-toi, il y avait, pour ne pas les nommer, les rouges, verts, noirs, qu'il s'agissait aussi, et puis il y a un élément important, c'est le poids de l'histoire. Ce qui rend difficile ce que tu appelles de tes voeux, et je sais que tu es sincère, c'est qu'il y a le poids de l'histoire. Et je me rappelle avoir échangé avec le préfet et je lui disais les raisons, puisque je lui ai envoyé un mail lui disant, bon voilà, sur le projet que j'avais initié avec Guillaume, sachez que désormais, je ne suis plus sur ce projet-là, mais en tout cas, découvrant un article de Paul Ricoeur sur le pardon, l'histoire et l'oubli, après avoir rencontré le père de Rénal, je me suis dit, oui, pour moi, la clé, c'est d'une, l'Église, deux, le pardon. Alors bien évidemment, Guillaume, rappelle-toi, tu me dis, bon, ça sera difficile pour justement dans le groupe, sans vouloir t'enfermer dans une catégorie que je représente, ça va être difficile de poser le pardon comme préalable et donc là, ça va être compliqué. Alors je commençais à saisir les difficultés et après on s'est revus et on a continué parce que je tenais à garder ce lien avec toi qui était un lien je veux dire originaire et pour moi il était important de te faire un retour sur ce que je continuais de vivre parce qu'après le père de Rénal qui s'est présenté comme un gros mornais, je rencontre un autre gros mornais à la faveur d'un ouvrage écrit sur le catholicisme et, et l'esclavage. C'est le père Monconto qui a fait la préface, qui aurait dû être là avec nous aujourd'hui, mais qui, pour des raisons de surcharge, ne peut pas être là. Mais j'étais très heureux et justement, tu sortais d'un entretien avec Monseigneur Macaire et j'étais présent à Terville d'abord avec le père de Rénal pour lui dire, bon voilà, vous m'aviez dit lors de la confession, je suis l'homme qu'il vous faut. Ah ben, je vous prends au mot, j'ai besoin de vous pour m'aider à cheminer dans l'Église parce que je reste convaincu que s'il y a quelque chose à faire dans l'Église, en tout cas, si on n'arrive pas à rassembler dans l'Église où justement la miséricorde est quand même à la base de la catéchèse du Christ en disant donc on va pas y arriver et là je suis sûr que dans la société civile on aura du mal. Et les prêtres étaient en retraite, donc je vais, pour votre information, à l'Eucharistie à Fort-de-France. Ils étaient en retraite et donc il n'y avait pas messe et je ne savais pas. Et l'église était quand même ouverte et sur une table, je vois le petit bouquin, l'église catholique et l'esclavage. Donc j'ouvre, je feuillette et je vois le père Moncontour qui fait la préface. Je me suis dit, bon voilà, il faut que j'aille le voir après la mèche et que je lui dise, puisque pareil, hein, comme le père de Rénal, puisque vous avez fait la préface de cet ouvrage, vous êtes le deuxième prêtre qu'il me faut et c'est ce que je fais après la messe et je lui dis, voilà, mon père,
Je suis en lien avec Guillaume de Maillac. On essaye de faire quelque chose dans la société civile, mais ça me semble compliqué. Bon, moi, je le laisse continuer, mais je crois qu'il y a quelque chose à faire dans l'Église et êtes-vous prêt à m'aider à porter ça? Parce que bon, moi, je suis un débutant dans cette histoire et je sais que tout seul, je vais pas y arriver. Mais j'ai rencontré un homme, un prêtre à Terreville, qui m'a dit qu'il est prêt à y aller et qu'il attend ça depuis qu'il a commencé sa vocation. Il me dit OK, et on prend rendez-vous avec le père de Rénal et on va tous les deux à sa rencontre et on envisage des choses qu'on essaye de formaliser en disant bon, il y a peut-être, on essaie de nous enfermer dans une problématique BTK qui n'a pas de sens, mais je pense qu'il faudrait élargir le spectre et parce que rappelez-vous, hein, avec les hindous, on n'a pas été, nous non plus, tendres et accueillants. Donc, peut-être aurions-nous à imaginer une fête des pardons et on pourrait faire ça, par exemple, le jour de la miséricorde divine, mais bon, c'est une piste. Bon, et, les réflexes administratifs, hein, on a un projet, on crée un groupe pour projet, un comité de pilotage, enfin, vous connaissez ça, mais ça manque de spontanéité et puis c'est peut-être pas ce que le Saint-Esprit voulait pour nous. Donc on continue à se voir et puis le père Moncontour, qui avait un petit coup de fatigue, s'est fait remplacer par un jeune prêtre spiritain, le père Ertus. Je le trouvais aussi intéressant. Je me suis dit, ce jeune prêtre, peut-être qu'il faudrait le recruter dans le groupe. Et je vais le voir, pareil, après la messe, et je lui dis, Père Ertus, voilà, je fais ça. Il me dit, je suis au courant, le père Moncontour m'en a parlé. D'ailleurs, vous lui avez passé un coup de fil et j'étais là, et il a échangé avec moi. Alors, heureusement que je disais du bien du Père Ertus. Et il me dit, vous êtes trop pressé. Alors bon, j'étais un peu surpris. Il me dit, mais qui vous dit que les communautés sont prêtes à entrer dans une dynamique de pardon? Et puis, c'était pas loin de la Pentecôte, il me dit, bon, allez lire Acte 10. Donc, je pars de là, découragé en me disant, bah, décidément, je vais pas y arriver. Je lui demande de venir nous prêter main forte, et puis il me dit, allez lire Corneille, et puis vous verrez. Bon, donc je repars chez moi. Je sais pas si je t'avais appelé. J'ai appelé Guillaume. Je lui ai dit bon, décidément Guillaume, on va pas y arriver. Même là, je me heurte à des difficultés. Et puis finalement, je vais lire Acte 10 et je m'appuie sur des cours que je suis en ligne avec le Collège des Bernardins, le père Fabre, qui faisait justement des podcasts sur la Pentecôte, et il commente Acte 10, donc étant un débutant en théologie, donc je m'appuie sur ça, et je dis, ok, j'ai compris Père Artus, dans Acte 10, effectivement, il y avait les Juifs et ceux qui n'étaient pas Juifs considérés comme païens, donc impurs, et Pierre, il a fallu une intervention massive du Seigneur pour qu'il il ose entrer chez un non-juif. Donc, ok, c'est une leçon, j'ai compris. Il faut donc prier. Vous me dites que sans la prière et l'intervention massive du Seigneur, on va pas y arriver, mais quand même, j'aimerais bien que vous veniez dans notre groupe. Donc, les choses continuent, j'ai le sentiment que ça n'avance pas, bon, je formalise, et je me dis que le père de Rénal, il faut que j'aille le voir parce que le temps passe, il est lui aussi
volontaire, donc il faut qu'on aille lui dire que les choses avancent. Et puis, je vais à une messe et le père Ertus, qui me donne la communion, fait une annonce et il dit la messe, il y a messe le 22 mai, mais je pense que c'est parce qu'il m'avait vu, il savait que je portais ce projet. Il me dit oui, le père Moncontour fait une messe en créole le 22 mai. Et effectivement, heureusement que j'ai entendu ça parce que le samedi 22 mai, je vais donc à l'église. Et le père Moncontour, qui est gros mornais comme le père de Rénal, fait sa messe en créole et il dit j'ai fait un rêve. Alors on était désolé de voir que pour le 22 mai, la célébration de la libération de l'esclavage, l'église n'était pas pleine, il n'y avait pas de béquet, il n'y avait pas de métro, il n'y avait que des Antillais et on s'est dit bon, tout le monde a été libéré et il faudrait que tout le monde s'empare de cet événement-là. Et le père Moncontour ne se laisse pas décourager. Il dit c'est un signe que cette messe se passe pas loin de la Pentecôte. Et moi, je fais un rêve. Et ne me dites pas de sortir de ce rêve. C'est que le 22 mai 2022, nous fassions une célébration qui soit un peu plus large que seulement catholique. Hein. On fait une célébration œcuménique et que toutes les composantes de la société soient présentes ce jour-là. Et mais en vue dans les bancs, il se rapproche près de moi, il me dit bon alors, je dis voilà, on a notre objectif et naissait donc ce projet objectif 22 mai 2022. Et puis je rentre chez moi, je regarde le calendrier, je me dis quel jour ça tombe. Je vois que le 22 mai 2022, ça tombe le dimanche. Et j'ai fait le calcul, 32 communes, il y a une église dans chaque commune, donc il faut qu'on arrive à mobiliser tous les chrétiens à venir justement et à s'emparer de cette célébration et qu'on puisse un peu dépasser ces antagonismes qui se pointent d'histoire et je reviens à cet article de Paul Ricoeur que j'avais trouvé et que j'ai envoyé sur un groupe WhatsApp. Et on a eu la chance dans le groupe projet et que Guillaume côtoie aussi, d'avoir le professeur Aimé Charles Nicolas qui réagit et qui dit bon, moi je connais cet article, qui est psychiatre, hein, oui, et je connais cet article et je suis prêt à animer un atelier autour de cet article-là pour voir comment précisément le travail sur la mémoire, ça peut aider justement. Paul Ricoeur identifie des communautés qui ont beaucoup de mémoire et des communautés qui n'en ont pas, et en indiquant qu'on peut commencer à faire un travail justement sur la mémoire et finir sur l'oubli et le pardon sans que ça soit théologique, hein, et que le pardon peut aider justement à dépasser ces difficultés. Pour moi, c'était un éclairage en me disant, bon voilà, ce que je sentais intuitivement comme une clé possible sur le pardon, il faut que on puisse creuser cette idée, hein, et c'est peut-être une fausse bonne idée, mais en tout cas avoir un débat, et pourquoi pas au sein de l'Église. Donc on continue, je rédige mon premier compte rendu en intégrant tout ce qu'on a dit, avec comme objectif précisément la préparation de cette célébration du 22 mai. Puis il me dit, il faudrait que je te présente à quelqu'un. Alors, vous voyez que sur ce cheminement, il est fait de rencontres et puis de personnes extraordinaires. Il faut que je te fasse rencontrer quelqu'un, ça va peut-être matcher entre vous. En tout cas, il est
à la communauté du Chemin Neuf, et il est aussi directeur de l'ICA, où justement j'allais le rencontrer le dernier jeudi pour aller voir le père de Rénal, et on avait pris du retard parce qu'il a été confronté aux jeunes, et il arrive dans la voiture essoufflé, il me dit ouais c'est chaud, 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 les jeunes ils sont, il y a vraiment quelque chose à faire au plan éducatif parce que ils méconnaissent notre histoire, ils critiquent la position de l'Église, et précisément moi aussi j'étais dans cette critique avant d'avoir commencé à d'abord lire l'ouvrage qui avait été fait, rencontrer le père de Rénal et le père Moncontour, expliquant que bon, mais à l'époque, les prêtres quittant Martinique, ils avaient intérêt à être d'accord avec ce qui se passait sur l'île, autrement on les remettait dans un bateau et on les renvoyait en métropole. Et en plus, ils étaient payés par le gouverneur, donc autant dire que l'Église, il n'y avait pas d'évêque, n'existait quasiment pas. Et donc, il faut expliquer ça aux jeunes parce qu'ils ont une méconnaissance d'une part du droit, ou en tout cas de l'histoire du droit et du droit constitutionnel. Ils mélangent tout et ils sont pro rouge, vert, noir. Donc là, on a un souci. Au plan éducatif, il faut qu'on agisse sur ça. Mais l'homme de la situation qu'il faut que tu rencontres, c'est Alain Arnaud, à ma gauche. Et il organise cette rencontre. Et avant ça, j'appelle Guillaume, je lui dis Guillaume, il faut que je te fasse un compte rendu de ce cheminement, il faut qu'on déjeune ensemble. Et comme toujours, avant d'aller déjeuner avec lui, je regarde les textes de la liturgie et je vois qu'il y a justement un passage sur Jésus interpellé, sa famille qui l'appelle dehors, et puis qui dit bon voilà, qui sont mon père, ma mère, mon frère, voilà, ce sont ceux, etc. Et on a passé le déjeuner avec Guillaume sur, je vais pas vous refaire le long laïus que je lui ai envoyé parce qu'il non seulement il me supporte, mais en plus il est condamné à lire tout ce que je lui envoie. et ça a nourri notre déjeuner et on s'est posé la question de est-il possible d'avoir une fraternité sans paternité? Et en faisant le même exercice que je fais là avec vous devant en présence d'Alain qui a percuté vite, il me dit bon voilà, moi je retiens de tout ce que tu dis, le Père Ertus, sois patient et Jopé. Donc on a un groupe à la communauté du Chemin Neuf, donc ça peut être intéressant sur nous travaillons sur l'unité, c'est un axe fort, donc on peut vous inviter à venir témoigner, d'où notre présence ici aujourd'hui. Et bon, moi je vois un autre sujet sur la fraternité, c'est très important. Ça aussi, nous travaillons à la communauté sur ce sujet-là. Donc, nous avons des choses à apporter, mais aussi à recevoir. Et en tout cas, le témoignage avec Guillaume, ça peut être intéressant. Et puis, il me restait un volet numérique parce que quand nous avions discuté, rappelle-toi, Guillaume, on s'était dit, et j'avais vendu cette idée au préfet en disant, bon voilà, il y a un souci avec les réseaux sociaux et notamment la haine en ligne, donc il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et il m'a dit, bon, et creuser l'idée de justement une commission de lutte contre la haine en ligne. Et mais je ne voyais vraiment pas comment caser ça, et j'avais déjà imaginé que l'ICA pouvait être justement
un laboratoire. Alors je suis parti sur l'idée de ce qui se fait dans le monde de l'entreprise, des laboratoires d'expérimentation et d'innovation, et j'ai imaginé déjà ce qu'on fait ici comme étant un premier laboratoire, hein, pour pouvoir expérimenter ces deux axes-là, unité et fraternité, mais le numérique, je ne voyais pas. Et puis, je me suis réveillé avec l'idée que j'avais suivi une retraite à Notre-Dame-du-Lot à Gap, pour ceux qui connaissent, dans le sud de la France, et où le père Ludovic Frère faisait une retraite justement sur la déconnexion numérique, et justement pour permettre une meilleure reconnexion divine. Donc je suis, en me réveillant, allé prendre mon cahier, et effectivement, il y avait justement privilégier l'écoute comme étant un axe fort. Et dans cet échange avec Alain, j'avais retenu cette idée, voilà, il faut que le sel sale, c'était son point d'entrée, et puis surtout identifier les structures de péché, et puis aussi cette proposition, nous avons une méthodologie, la méthodologie ignatienne, et on peut la mettre aussi au service, mais selon des modalités à imaginer et à organiser, mais en tout cas, on peut, et il y a eu une espèce d'aparté entre le père Moncontour et Alain sur une interrogation. Je ne m'étais jamais posé ces questions. Ouais, mais est-ce que justement, je vais peut-être poser la question au père de Rénal, est-ce que lors des confessions, il y a eu un ex-colonisé ou un descendant de colonisé, je sais plus comment dire, depuis que Guillaume a dit qu'il fallait pas l'enfermer dans une catégorie, mais en tout cas, confessant, ouais, moi je n'aime pas les béquets, ou à l'inverse, des béquets disant, moi je n'aime pas les descendants de... Je me suis dit, bon, ça rejoint le père Ertus, en disant, attention, sois pas pressé, mais des questions que je ne m'étais pas posées, mais qui prenaient sens, et avec l'idée que, oui, mais on peut être présent, aller à l'église, même monter voir le père de Rénal sur le morne et se confesser, mais est-ce que ça ne fait pas partie de péchés que nous portons et qu'il va falloir aussi confesser pour se convertir, pour entrer dans cette grâce du pardon? Alors ça commence à me dire, putain, décidément, c'est pas demain. Heureusement que le 22 mai 2022, il y a encore des jours avant d'y arriver, mais il y a des choses à déboulonner, et il n'y a pas que la statue de Joséphine qu'il faut ou celle de Chalgère qu'il faut déboulonner. Donc et puis ils illustrent, hein, en disant, chez nous il y a le Wipanipucci qui peut être valable en période de crise. Oui, on peut être amené à commettre des actes qui sont pas moraux, mais qui sont peut-être justifiés par le contexte. Mais une fois revenu à la normale, est-ce qu'on peut continuer à dire oui, Panibucci? Alors on dit oui à tout pour pas évoquer la possibilité de dire non, et c'est en les écoutant, et en écoutant Alain, parce que je lui ai raconté ma mésaventure après cette rencontre, hein. J'ai eu un film à regarder, et qui vraiment m'a vraiment secoué. Je m'en suis ouvert aussi à Guillaume, que j'avais pas vu, c'était 12 ans d'esclavage. Et donc ces questions du Wipanipucci, et Arnaud me dit, mais non, mais regarde, majordome, tu comprendras le Wipanipucci,
où on dit oui pour éviter justement que le non ne déclenche un châtiment corporel ou même la mort. Et ça, c'est resté comme une trace de l'histoire dans notre mémoire collective, puisque encore aujourd'hui, nous avons des gens qui, par réflexe, disent oui, Panipucci. Et puis il y a son frère jumeau qui est le débrouillard pas péché, c'est-à-dire faire preuve de débrouillardise ne peut en aucune manière être considéré comme étant un péché. Donc pareil, en situation de crise, ça peut se justifier, mais en situation normale où il n'y a plus le contexte de l'esclavage, est-ce qu'on a encore le droit de, en tout cas devant Dieu, de toujours tenir ses propos? Et donc ça m'a permis de mesurer justement tout ce que nous avons en tout cas à commencer à déstructurer pour justement aborder cette question de la mémoire et cette question de l'histoire. Donc je prends mon cahier, je regarde, alors ça me renvoie au schéma Israël. Écoute, Israël, où le père Ludovic insiste sur l'écoute par rapport à l'échange de données sur Internet, avec cette obligation aussi d'aller vérifier la vérité de ce qui circule sur le net. Et il prenait deux termes qui faisaient partie même des commandes, enfin pour un terme qui fait partie d'une commande sur les réseaux, c'est partager. Donc l'idée de partage qui peut être une idée évangélique, et puis le terme d'ami, où justement derrière un pseudo, on peut s'abriter et ne pas être un ami véritable sur les réseaux sociaux. Et cette retraite que j'avais faite en 2017, j'avais complètement oublié, et ça m'a servi de pouvoir faire le point sur le deuxième, le dernier atelier que je propose à la fois à la communauté et à l'ICA, qui est justement aider les jeunes, parce qu'il y a cette addiction, les jeunes et les moins jeunes, hein, c'est cette addiction au numérique, et qui rejoint cette phrase d'entrée du Père Moncontour le 22 mai disant ok, ne nous laissons pas tromper. Il y a cette problématique qui arrange tout le monde dans la société martiniquaise, où on nous fait croire que si on règle le problème de l'histoire, on aura réglé tous les problèmes de l'île, et c'est là où je rejoins Guillaume. Mais nous sommes ici avec nos petits esclavages. Et je me suis dit, bon voilà, il y a cet esclavage au numérique qui peut être justement objet de cette libération et qui peut être célébré lors de cette messe, et j'espère qu'elle aura lieu et sous sa dimension œcuménique. Et puis je suis très heureux d'être ici avec vous pour toucher du doigt ces axes d'unité, de fraternité qui sont visibles en vous regardant devant moi. Et je savais pas, je suis venu la première fois il y a une semaine ici, et je savais pas, et depuis que j'ai rencontré Arnaud, qu'il y avait des choses qui se vivaient, il y avait des expériences très concrètes de partage et de vue communautaire, et ces expériences qui peuvent être pour nous des exemples. Et puis, on a été très fortement touchés, le Père Moncontour et moi, et tout le monde, j'imagine, lors de cette rencontre avec un petit groupe où justement on a eu ces témoignages de la Réunion, de l'île Maurice, avec des souffrances aussi identifiées. Et on a eu comme réflexe, mais comment est-ce possible? Ils sont blancs,
pourquoi ce sentiment d'exclusion qu'ils ont expérimenté, mais ça signifie que c'est le monde qui est malade, hein, et voilà, on a un médicament qui est Jésus, du moins je crois, et voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Léandre, pour ce témoignage de vie. Peut-être laisser Pascal réagir par rapport à tout ça. Oui, pas par rapport à tout. Mais moi, en fait, il y a, il y a quelque chose qui m'a interpellé, justement. C'est vrai que j'avais jamais pensé au fait que, ben oui, quand on parle de communauté, ben c'est vrai qu'il n'y a pas de chef de communauté. Dans un clan, il y a un chef, et de fait, il n'y a pas de chef chez les Békés, il n'y a pas de chef chez les Martiniquais d'origine indienne ou hindoue, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle les différentes catégories. Et en même temps, je ne sais pas moi ce que je voulais poser comme question, parce que moi je le vois à Maurice, peut-être qu'on peut voir aussi, est-ce qu'il y a une fermeture entre ceux qui sont semblables? Et est-ce qu'il y a une porosité ou il n'y a pas de porosité? Comment est-ce que je peux voir les choses? Et parce que là, ça peut aussi être une autre façon de voir la question. Et puis, j'ai été frappé parce que, en fait, chacun de vous, à un moment donné, en tout cas, ce que je voyais, c'est qu'il y avait une implication personnelle. J'étais frappé aussi dans ce qu'on disait, mais en fait, c'est dans la relation avec l'autre, personnellement. Et ça, pour moi, je voyais derrière ça que, en fait, il y a un chemin personnel à vivre dans cette ouverture-là vers l'autre qui est autre. Et, et ça, on peut avancer ensemble, mais à un moment donné, il y aura toujours comme un passage personnel que moi, seul, je suis libre de le vivre ou pas pour accepter d'aller vers l'autre, pour accepter une plus grande ouverture. Enfin, je sais pas, moi, ça ressortait un peu, en tout cas, dans ce que j'entendais de chacun de vous. Précisément, Guillaume a quelque chose sans doute à nous dire sur ça. Et lors du déjeuner, parce qu'on a dû nous mettre à la porte tellement on avait, nous étions les 2 derniers clients, et il avait un rendez-vous après dans le sud, et je me demande s'il a pu arriver à l'heure. Mais il a quelque chose à dire parce qu'il m'a fait une réflexion en me disant, Léandre, c'est difficile parce que chez moi, les gars me disent, Guillaume, pourquoi tu t'emmerdes avec ces histoires-là? Nous, on a un péché originel, rappelle-toi, Guillaume. Oui, oui. Alors, c'est pas tout à fait pourquoi tu t'emmerdes. Et ça fait partie des choses dont il faut que nous soyons tous bien conscients. C'est ce qui peut nous empêcher d'y arriver. Et ce qui peut nous empêcher d'y arriver, et je pense que c'est un péché, c'est la résignation. Et c'est pas tellement pourquoi tu t'emmerdes, c'est de dire, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais parce que c'est comme ça. C'est comme ça. De toute façon, les relations sont telles que et là quand on commence à dire c'est très mauvais, on ne nous aime pas. Ok. Pour illustrer ça et pour répondre à une, enfin, je sais pas si ça va tout à fait répondre, mais ça me paraît important de le dire. Il m'arrive très souvent dans le cadre de discussions, donc d'échanges avec des amis qui ne sont pas béqués. Donc on discute, on est copains, on discute de tout, de rien, on blague, etc., etc. Et puis il arrive des moments où il y a des critiques qui se font. Et c'est dire la liberté de ton et à quel point on peut se dire tout. Et des critiques sur les béquets. Les béquets ceci, les béquets cela, etc., etc. Et donc, à un moment, je dis, mais attends, tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire là?
tu es en train de me parler de Lebeke, à qui tu prêtes pas mal de défauts, etc., etc. Je dis, mais moi, je suis un béquet. Et là, c'est dire, ah oui, oui, non, mais toi, c'est pas pareil. Toi, tu es un béquet atypique. Et j'ai dit, mais non, je suis pas atypique. Je suis simplement quelqu'un que tu as rencontré, avec qui tu es devenu ami, et c'est tout, quoi. Mais des béquets atypiques, tu vas en trouver plein. Et puis je rajoute. Et puis, tu vas en trouver d'autres aussi, que tu vas pas trouver atypiques, que tu vas trouver correspondre à... Parce que chez les béquets, ben, il y a des gens qui sont sympas, il y en a qui sont moins sympas, il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont pas beaux, il y a de tout. On est humain, quoi, simplement. Quoi. Et c'est comme dans toutes les composantes de la société, on va trouver de tout, quoi, avec des gens qui ont plein de qualités, qui ont plein de défauts, qui ont un peu de qualité, un peu de défauts, enfin, qui sont simplement humains. On est simplement humain, quoi. Et ça, c'est bon, ça m'amuse un peu, ça, c'est de voir que ce côté ouais, non, mais tu es atypique, quoi. Et donc, ça veut dire que je trouve qu'il faut l'autodérision, enfin, et l'humour, c'est quelque chose d'important. Et à un moment, je me dis, mais en fait, je suis un caméléon, quoi. Parce que je peux être très bien, et puis je peux être pas bien du tout. Et en fait, ça dépend du regard que les gens portent sur moi, simplement, quoi. Et quand c'est un regard individuel, bon, ben, j'ose espérer qu'il est bon. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est quand c'est un regard qui est collectif, quand une personne ne me connaît pas et qu'elle me catégorise, là, je suis sûr que c'est pas bon. Et encore une anecdote. J'étais une fois, il y a très longtemps, il y a 10 ou 15 ans, à une réunion dans une mairie, où il y avait c'était à l'époque de la région, donc il y a pas mal de temps, des élus qui étaient venus et qui présentaient un certain nombre de choses. Et à un moment, il y a une élue qui se fait interpeller sur des problèmes par un administré. Et c'est un petit groupe et elle ne sait pas comment s'en sortir. Et là, elle trouve la solution et elle me pointe du doigt. Et elle dit à tout le groupe, non, non, mais c'est à cause de gens comme lui. Et là, je vais pas laisser passer ça. Je lui dis, mais écoutez, madame, vous ne me connaissez pas. Vous ne m'avez jamais vu. C'est la première fois qu'on se rencontre. On vous pose une question, vous êtes prise en défaut et vous me désignez comme coupable. C'est trop facile, quoi. Répondez. Dites pourquoi est-ce que le reproche qu'on vous fait sur votre gestion, répondez là-dessus. Mais n'essayez pas d'allumer un contre-feu sur moi. Quoi. Et donc, là où j'ai employé, donc c'est quelqu'un c'est un de mes amis qui me faisait cette réflexion, et c'est de dire, donc j'ai employé le terme, parce qu'il l'avait employé, le terme de péché originel, mais ce qu'il a voulu dire par là, c'est de dire, j'ai l'impression que sur mon front, il y a une étiquette. Et l'étiquette, c'est béquet. Et donc cette étiquette béquet veut dire, pardonnez-moi, ça veut dire salopard, ça veut dire esclavagiste, ça veut dire profiteur, ça veut dire exploiteur. Et c'est ça. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il a dit, mais j'ai l'impression que je suis marqué quelque part, quoi. Et donc il a dit comme si j'avais été frappé par le péché originel béquet. Mais c'est pas le péché original au sens de l'Église, hein. Voilà, c'était ça. Et donc donc voilà, donc tout ça fait que ce sont des choses, à mon avis, qu'il faut qu'on puisse parler de tout ça. Il faut qu'on puisse mettre tout ça à plat. Bien sûr, c'est compliqué, quoi, parce que ça peut être exploité, quoi. Je crois que le diviseur, il est partout, quoi. Et les propos que je viens de tenir, ils peuvent être repris. Et j'imagine très bien, quoi, des gens mal intentionnés qui vont dire, ah ben oui, ben voilà que le béquet, il nous la joue comme il est une victime, quoi. Le pauvre petit, quoi. Il est victime d'une mauvaise image ou de mauvais sentiments qu'on lui prête, etc., etc. Donc là aussi, je pense que je ne sais pas comment on va y arriver, mais on va y arriver. Et il faut vraiment qu'on rentre en humanité, quoi, qu'on aille chercher vraiment l'homme et la femme, quoi, ce qu'on a au fond de nous. Et je terminerai là, parce que je peux parler aussi longtemps que Léandre. Hein, si. Mais je terminerai sur une rencontre que j'ai faite il y a pas très longtemps, et j'en ai parlé à Léandre, j'en ai parlé à Alain.
C'est un jeune qui s'appelle Cyril Bruyel, qui est parti, qui a parcouru le monde, donc qui fait partie de ces jeunes qui ont fait des très très bonnes études et qui ont cherché un sens. Le travail qu'il réalisait donc dans des grandes entreprises de consultants et tout ne le satisfaisait pas et il a monté son association et il est parti au travers le monde et il a posé 15 000 personnes dans je ne sais pas combien de pays, dans 30 ou 35... il a posé 15 000 questions. Il a posé les 20 mêmes questions à 750 personnes dans 35 ou 40 pays. Et donc ça va d'un ministre espagnol au ministre de la Justice français, à un banquier d'affaires new-yorkais, à une prostituée des favelas de Rio, à un agriculteur des steppes de Mongolie. Donc vraiment partout dans le monde. Et la conclusion de son bouquin, son bouquin s'appelle Nous humains. Il a écrit un livre, Nous humains. Et sa conclusion, c'est nous nous ressemblons beaucoup plus que nous ne le pensons. Et en fait, ce qu'il a vu, c'est qu'en posant toutes ces mêmes questions à des gens très très différents, que les réponses étaient les mêmes et il a retrouvé en fait l'essence de l'homme, quoi. L'essence de l'homme simplement. C'est-à-dire, en fait, on se ressemble, on se croit différent, mais on se ressemble. Et ça, je trouve que c'est un message qui est absolument formidable et qui peut être aussi formidable pour ceux qui ne croient pas, parce que nous, on a une chance. C'est ce qui nous rassemble, c'est une foi. Mais d'autres n'ont pas cette chance. Et de voir que ce livre, en fait, ramène à une chose, ramène à l'humanité, je trouve que c'est un formidable espoir. Non, pas de souci. Alors, c'est vrai que j'avais trois réactions par rapport à. Alors, la première chose, c'est que il faut savoir que le fondateur, donc nous avons le supérieur général qui est là, et puis l'ancien supérieur général qui est aussi le fondateur de la communauté du Chemin Neuf, est jésuite. Il s'appelle le père Laurent Fabre. C'est son anniversaire hier et c'est sa fête aujourd'hui. Et là, nous vivons cette dimension familiale dont tu parles, Père. Non seulement il y a cette spiritualité ignatienne qui permet de vivre et de structurer. Hein. Le Père Laurent Fabre dit souvent que le fondateur de la communauté de Chemin Neuf est Saint Ignace. Donc voilà, nous sommes de cette spiritualité ignatienne, mais avec cette dimension de vie fraternelle et communautaire. Donc c'est possible. Donc, tu es bienvenu à la communauté du Chemin Neuf. Donc ça, c'est le premier point anecdotique que je voulais relever. Le deuxième point, c'est dire également que j'avais été assez touché, et c'est peu dire, lors de notre entretien, par un témoignage que tu avais fait, Père, parlant de cousins. Je sais pas si je peux parce que c'était vraiment très fort, ce que tu. Il s'agit de Jacques Derrida. C'est un homme un peu plus jeune que moi qui vit au Robert et dont le père, je ne le savais pas, et dont le père, je l'ai appris récemment, dont le père était le frère de ma mère. C'est dans une famille du Saint-Esprit, je pense 11 enfants ils étaient, et les deux plus jeunes fils n'ont pas pu se marier dans le milieu familial et ils ont trouvé un job dans les usines de la famille, soit au Robert, soit à Diamant. Et là, ils ont travaillé, gagné leur vie et eu une compagne qui n'était pas de la famille, qui n'était pas de la même ethnie,
mais ils se sont beaucoup aimés, ils ont eu des enfants, et donc Jacques est l'un des deux frères. L'aîné est professeur quelque part à Montpellier, et lui, il a travaillé à la pharmacie du Robert pendant longtemps, et maintenant il est à la retraite. Et son frère aîné, lui, il était au Diamant, il a eu le même parcours. Et ces deux hommes ont été heureux en famille, et Jacques me disait, quand il demandait à sa mère comment il était, papa, elle répondait, il était tellement gentil. C'était un véritable amour, et il vit de cet amour aussi, et il aspire beaucoup à partager ce que nous sommes en train de vivre, parce que pour ceux qui n'ont pas des amis qui ont les mêmes idées qu'eux ou les mêmes principes, c'est important de trouver des gens qui les écoutent, qui les comprennent et qui partagent. Donc, il y a beaucoup de cas peut-être de personnes qui sont marginales, qui ne sont pas sur le même parcours, pas la même éducation exacte, mais tous, nous avons le même Père, nous avons le même Père céleste, et puis nous avons tellement reçu de générations précédentes, nos professeurs, les prêtres, et les gens que nous avons rencontrés, les médecins, tous ceux qui nous ont aidés dans la vie sont là autour de nous. Et je pense qu'on devrait faire encore plus attention à ces dons, ces cadeaux qui nous sont faits jour après jour. Merci Père. Et puis tu nous disais également que le fait d'appeler ces personnes des cousins germains, c'est quelque chose qui ne se faisait pas, puisque ils ne faisaient pas partie, comme tu disais, de ce groupe. Ce qui a révélé les choses, certains, c'est que un autre cousin germain, le fils Ayotte, a rédigé la vie de Jacques Ayotte, notre grand-père. Et à la fin de son livre, il a nommé les deux fils de Jacques Ayotte qui ne se sont pas mariés dans leur milieu, mais qui ont eu des enfants. Et il y a les noms des enfants qui sont donc nos cousins. Voilà, et le père de Rénal, effectivement, nous partageait du fait que pour lui, c'était miraculeux, parce que quand il a quitté la Martinique, il n'était pas question de citer des parents qui ne soient pas justement du même groupe, ou bien qui n'aient pas les deux parents, etc. Et donc, il y a des évolutions par rapport à ce que disait Pascal. Voilà. Et en fait, nous étions dans les témoignages un peu dans ça, dans des parents un petit peu avec cette mixité, à la fois un parent. Alors, les termes, c'est franco-mauricien, c'est ça, au niveau de l'île Maurice. Pour les blancs, et puis les créoles. Les créoles là-bas, ce sont plutôt les afro-descendants à l'île Maurice. Ce n'est pas le même. Et donc, quand on se retrouve entre les deux, on va dire mulâtre ici, etc., c'est très compliqué à vivre, et c'est un petit peu l'objet des témoignages qui ont été donnés. Et là, en fait, le père Daniel nous disait combien aujourd'hui le fait que ces enfants mixtes un petit peu soient reconnus, et etc., comment c'était une évolution par rapport à une culture ou des traditions qui pouvaient exister et qui pouvaient expliquer un petit peu cette idée de perception communautariste des béquets. Voilà, donc il y a beaucoup d'espérance, mais on voit en tous les cas que derrière tous ces organisations, ces concepts, s'il n'y a pas un chemin personnel qui se vit, et pour des
pour des chrétiens à la suite du Christ, mais sans phare, sans spiritualisme éthéré dans les cieux. On a eu un groupe de prière, puisqu'on est de spiritualité ignatienne, mais on est né également du renouveau charismatique. Et on a eu un temps d'assemblée de prière où il y avait une image que le Père François a repris, si tu veux bien prendre aussi la parole par rapport à ça, où il y avait un oiseau qui volait et on voyait l'ombre de l'oiseau sur le sol. Il y avait des hommes qui travaillaient la terre, je crois, ou quelque chose comme ça. Et en fait, et quand on regardait, on ne voyait pas l'oiseau. Et donc, une interprétation a été donnée disant, ben écoutez, c'est dans le quotidien, dans le travail de tous les jours, dans ce travail fraternel, qu'on voit le passage de Dieu et de l'Esprit Saint. Donc, il y a à prier, mais il y a également à vivre les choses concrètement au quotidien. Mais pour vivre les choses concrètement au quotidien, il faut les vivre de façon personnelle. Effectivement, il y a un certain nombre de démarches qui ont été mises en place, dont le témoignage et le travail qui a été réalisé pendant plus de 3 ans, avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de tendresse, qui permet aux autres d'évoquer eux-mêmes des épisodes de leur vie ou justement ces structures qui peuvent nous bloquer pour pouvoir nous engager dans une voie d'unité, d'avantage, de guérison. Il faut pouvoir exprimer, comme tu disais, tout cela ensemble, de façon parfois quand on n'a jamais dit, ça peut être un peu violent quoi aussi, hein, quand les choses ont été tues sans même s'en rendre compte. Il faut accepter le fait que l'autre en face, il n'avait jamais pu exprimer ça, il le dit avec ce qu'il est, avec pour le moment, et puis qu'il y ait un chemin qui se fasse par rapport à cela. Donc voilà, donc si jamais là il est 17h, je regardais tout à l'heure au niveau du chat, François, si tu souhaites intervenir par rapport à ce que, en petite synthèse. Non, moi, je voulais tout d'abord vous remercier pour ce fabuleux témoignage qui passe, et c'est des vrais témoignages parce que c'est des histoires personnelles, quoi. Et comme vous le disiez les uns les autres, le chemin se fait que par là. C'est vrai, nous, dans notre communauté, je crois qu'on fait le même chemin et c'est pour ça qu'on était content aussi de pouvoir se retrouver, évoquer tout ça ici cette semaine. Enfin, notre communauté, il y a des frères qui sont africains, qui sont avec nous, et quelques-uns. Adonis est là, Eliane est là. Des frères qui viennent d'Europe, et puis d'autres qui viennent d'Europe, mais qui ont des ascendants quand même, qui venaient de comptoir français en Inde. Hein, j'ai compris ton papa. Et, et puis des frères qui viennent des Antilles. Et c'était par rapport à cette question de groupe ou nous on parlera pas de communauté parce que j'ai l'impression que nous justement notre appel c'est de faire partie d'une même communauté, d'être communauté ensemble. Et et pourtant on a des origines différentes et qui nous marquent, qui marquent notre histoire. Moi je continue à découvrir. Mais là, tous créoles. Ici, en Martinique, c'est ça. On est tous créoles. Et bon, mais après, quand on dit qu'on est tous créoles, on est béqués ou pas béqués. On y revient toujours de ce qui nous différencie à cause de l'histoire. Et donc, d'une manière ou d'une autre, et qu'on le veuille pas, on est héritier. Moi, j'ai passé 10 ans de ma vie à Kinshasa, en Afrique. J'ai beau faire tout ce que j'ai pu, c'était quand même marqué là, que j'étais blanc, et que j'étais pas noir, et que j'étais pas africain, et ce qui n'a pas pu empêcher une vraie fraternité. Moi, ce que j'entendais très fort, c'est que justement le combat qui est mené, c'est que on soit pas enfermé, on soit pas enfermé dans cette île, soit par les autres nous enferment dans cette identité qui nous plaque dessus et qui fait qu'à partir de là, on désigne un ennemi et puis les choses sont claires. Ou bien on s'y enferme soi-même.
c'est valable de tous les côtés. Et ça existe aussi. Et on s'enferme dans son propre milieu pour désigner des contours et créer des espaces de sécurité. Et ce que j'entendais très fortement, c'est cette porosité qui fait pour moi tout le mystère de la créolité. Cette porosité qui fait que ça traverse et que oui, il y a des membranes qui distinguent les corps, mais que ça fait partie du même corps et que l'esprit passe à travers, que ces membranes sont poreuses pour que ça fasse société et que ça fasse communauté. Et on sent bien à travers je sais pas si c'est différent, mais à la limite, tant mieux que ça existe, parce que vous parlez aussi chacun depuis chez vous pour faire le chemin ensemble. Et ce différent dans la méthode ou dans la démarche, il fait partie du chemin, il me semble. Donc j'avais vraiment envie de vous remercier et qu'on rende ça pas. Nos cultures ne seront jamais inexistantes et elles seront toujours différentes, mais que l'Esprit Saint crée cette porosité qui fait le mystère de communion entre nous. En tout cas, grand merci pour le travail. Merci François. Donc, les amis, je ne peux que réitérer ce merci pour ce chemin, pour cette ouverture, ce désir de dialoguer avec l'autre, avec soi-même, pour avancer. Voilà, donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions, Pascal? Ça va? Père? Très bien, ben écoutez, on peut vraiment vous remercier, vous applaudir Dieu, et puis vous bénir aussi, hein. Les frères sont bénis par le Seigneur, car le Seigneur leur a donné son amour. Les frères sont bénis par le Seigneur, car le Seigneur leur a donné son amour. Envoie ton esprit, envoie ton esprit, envoie ton esprit sur eux. Envoie ton esprit, envoie ton esprit, envoie ton esprit sur eux. Un grand merci Guillaume, un grand merci Père Daniel, un grand merci Léandre. Et donc, de toutes les façons, nous allons vous tenir informés des démarches qui vont être mises en place de façon communautaire pour pouvoir toujours aller dans cette direction qui est l'appel, la vocation profonde de la communauté. Merci beaucoup. Je vous raccompagne. Donc là, il y a une présentation maintenant. Oui? Un message. Merci pour ce témoignage. Un peu secoué quand même. Il y a un frère pour laisser un autre héritage à notre île. D'accord. Merci pour ce témoignage. Un peu secoué quand même. Il y a à faire pour laisser un autre héritage à notre île.